Bonjour à tous, ici Oussem de PMML, courtier immobilier. Aujourd'hui, je suis accompagné avec Thierry Samlal, courtier immobilier effectivement aussi avec PMML. Bonjour à Bonjour. tous. Bonjour Thierry. Bonjour Sam. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les taux d'ajustement que le TAL le sort chaque année dans la période de janvier, le 16 janvier pour cette année-là, pour le calcul d'ajustement des loyers que les propriétaires d'immeubles de logements à Québec, dans la province du Québec, ils vont se baser leur calcul d'ajustement pour les loyers de 2024. Oui, effectivement. Donc ça, c'est périodique. Hein? C'est à chaque année, puis à chaque année, on a le même débat. Effectivement. Puis le débat, c'est de se dire, OK, dans un univers où est-ce que on le sait au Québec, un des gros enjeux qu'on a au SEM, c'est que nos immeubles sont désuets. Les immeubles existants sont désuets. Pourquoi? Parce que les propriétaires, certains vont dire qu'ils n'ont pas investi à travers les années l'argent nécessaire pour les entretenir et les rénover. Mais les propriétaires, eux, ce qu'ils vont dire, c'est bien, attendez un instant, on n'a pas été capable d'augmenter nos revenus à chaque année pour avoir suffisamment de mise de fonds pour faire nos rénovations d'immeubles ou pour mettre de l'argent de côté pour faire nos rénovations d'immeubles. Donc, tu sais, à chaque année, le débat est le même. Les groupes sociaux vont dire ah, mais attends une minute, les loyers sont beaucoup trop pour la population, puis ils ont raison. C'est beaucoup trop pour la population au niveau de l'abordabilité. Mais les propriétaires vont dire ben, attends une minute. Tu m'augmentes mes dépenses à chaque année. Puis c'est ça qui va être intéressant de regarder ici, c'est de voir si le TAL permet quoi en termes D'augmentation de dépenses. De dépenses Ouais. et dire, ben moi, comme business, j'opère une business, il faut que je sois rentable, il faut que mes revenus dépassent mes dépenses. Puis n'importe quel propriétaire de business, il faut qu'il fasse un peu d'argent. Et c'est normal. Fait que voyons voir ce que tu vas nous présenter. Je suis très excité de voir. Moi, je n'ai pas regardé, j'ai fait exprès. J'ai entendu aux nouvelles, j'ai fermé la radio, j'ai dit il faut que j'entende Oussem parler de ça, voir ce que ça va nous donner. Donc, Thierry, on a une deuxième année consécutive, je pourrais vous le confirmer, que le TAL, quand même, a sorti comme des hausses des loyers quand même records qu'il a sorti sur son site. Et aussi la plus importante hausse suggérée aussi par le tribunal administratif de logement cette année, depuis comme les 30 dernières années, surtout pour les deux types de logements qui sont chauffés par un type ou un système de chauffage électrique et aussi pour les logements qui sont non chauffés. Donc, c'est que les locataires qui payent les frais énergétiques. Okay? Donc, cette hausse-là, venant vraiment comme surpasser aussi le record qui a été dévoilé l'année dernière, en 2023. Donc, en 2023, pour ces types de logements-là, la hausse moyenne de base suggérée par le tribunal administratif de logement, c'est de 2,3 pour un logement non chauffé, okay? Et de 2,8 aussi pour un logement chauffé à l'électricité. Ouais. C'est intéressant de voir que, juste entre parenthèses, pour ceux qui utilisent la grille annuelle à chaque année, ouais. Si vous allez sur le site du tribunal administratif du logement, anciennement la régie du logement, vous allez voir, il y a une grille qui suggère les augmentations. Ce facteur-là de 2,4, 2,8, c'est uniquement le facteur d'énergie. Naturellement, vous allez pouvoir à ça rajouter des dépenses pour augmenter votre maximum permis annuellement, en additionnant la grille. Donc, très important de regarder la grille puis la structurer comme il faut. Effectivement. Donc, si nous, on regarde en fait le pourcentage, la moyenne comme d'estimation que le TAL a suggéré cette année, ça tourne autour de 4 pour les types de logements ou les immeubles qui sont chauffés à l'électricité ou des logements qui sont non chauffés. Ça, c'est comme le global, incluant toutes les dépenses, comme taxes municipales, taxes scolaires, frais comme de gestion, entretien et aussi les dépenses d'immobilisation qui touchent la rénovation d'immeubles. Non, c'est pas bon. Oui, non, effectivement, qui touchent la rénovation d'immeubles à travers le temps, mais je pense que ce qui est important de regarder, c'est la moyenne de 4 c'est une moyenne. Ouais. Prenez pas ça et appliquez-les pas directement comme un règlement. Je pense que, donc, par exemple, si on regarde un loyer de 1 000 4 veut dire 40 Fait qu'on est à 1 040 d'augmentation. Puis je vous le dis, c'est important de le faire à chaque année parce qu'il y a des propriétaires qui ne le font pas. Et imaginez là, 4
3 2 on additionne tout ça, ça fait 10 mais votre augmentation de l'année prochaine, votre pourcentage d'augmentation va être sur le cumul du loyer initial de cette année plus l'augmentation de cette année. Fait que votre augmentation va être sur 1040. Si vous sautez une année, votre augmentation de l'année prochaine va juste être sur 1000. Donc, vous n'allez jamais être capable de battre l'inflation si vous ne faites pas vos augmentations annuelles. Et je pense que tout le monde doit comprendre ça, et les paliers gouvernementaux, et tous les acteurs qui sont reliés à l'immobilier doivent comprendre nécessairement que les dépenses augmentent partout et que vous devez augmenter vos revenus pour être capable d'y pallier. Sinon, vous allez tomber en déficit. Sinon, vous n'allez pas pouvoir rénover vos immeubles. Sinon, vous n'allez pas pouvoir pallier des situations où est-ce que les taux d'intérêt montent d'une façon indue pendant 50 ans et tomber dans un déficit où est-ce que vous n'allez pas pouvoir donner des services à vos locataires. C'est ça. Et l'écart entre les revenus et les coûts des dépenses, il va continuer à chaque année à grimper et à devenir comme plus large. Et à certains moments que ça sera comme vraiment très, très difficile pour soit comme rapetisser cet écart-là ou de le rattraper à certaines comme périodes. Si vous n'avez pas de vacances, comme des vacances dans vos immeubles, ça va être extrêmement compliqué par la suite pour aller être rentable dans vos immeubles ou de rattraper comme la valeur locative du marché qui augmente chaque année aussi de façon très importante. Absolument, parce que la masse de la... Je pense que comme propriétaire, c'est important, je tiens à dire ça, c'est important comme propriétaire d'agir avec vos locataires comme des clients. Ce sont vos clients. Mais les clients sur le marché aussi sont responsables de comprendre que pour avoir des services adéquats, on doit rencontrer certaines normes. Puis je pense que c'est redevenu une mode dans les immeubles neufs et récents de commencer à réoffrir aux locataires les frais d'énergie inclus dans leur facture de loyer. Et de là, je pense que le 2,4 à 2,8, c'est important à le tenir en considération parce que qu'est-ce qui arrive dans le cas où est-ce que vos dépenses énergétiques, il ne faut pas oublier un propriétaire d'immeuble qui offre l'énergie à ses locataires doit contrôler la consommation de l'énergie des locataires, éduquer les locataires pour ne pas laisser le système de chauffage ouvert avec les fenêtres ouvertes, laisser les lumières ouvertes quand ils ne sont pas là, laisser rouler les airs climatisés, etc. Il y a une éducation à faire. Est-ce que les dépenses d'énergie pourraient augmenter de plus de 2,8 2,4 dans une année? Puis là, vous n'êtes plus rentable. Fait que c'est un débat important. Tu l'as ici, hein? C'est ce que c'est arrivé pour cette année-là, Thierry. Ça, c'est l'année dernière, c'était à 2,3 à 2,8 juste pour l'électricité, cette dépense-là, OK, pour ces types de logements-là. Mais pour cette année-là, il y a eu une augmentation de 74 OK, pour les logements qui sont chauffés à l'électricité et une augmentation aussi de 43 pour les logements qui sont non chauffés. Donc, pour s'établir le taux, le pourcentage applicable pour l'électricité à 4 pour cette année-là. OK? Donc, ça, c'est comme la moyenne, mais quand on va rajouter par la suite, mettons comme les taxes municipales, scolaires et tout, le taux d'augmentation, comme en moyenne, il va dépasser le 4 pour cette année-là. Oui, donc je comprends déjà avec ce que tu me dis, je comprends que les propriétaires en 2023 se sont probablement retrouvés dans un enjeu de cash flow négatif par rapport à la dépense d'énergie. Ouais. Dans un contexte aussi où est-ce qu'on commence à avoir des écarts de température importants, des variations importantes, où est-ce qu'on commence à avoir, tu sais, je pense notamment aux coûts qui augmentent, mais je pense à l'Ontario. L'Ontario, les frais énergétiques en Ontario sont excessifs. Je me demande comment eux font pour arriver. Fait que c'est un choix à faire, hein? Surtout l'électricité, parce que contrairement, si on passe à des immeubles qui sont chauffés au mazout ou au gaz, c'est passé complètement l'inverse. Donc, les pourcentages applicables en 2023 pour la source d'énergie du gaz, c'était 26,2 OK? Comme ça s'applique pour aller comme influencer le pourcentage total d'augmentation pour un logement X en moyenne, il est passé en négatif, à moins 7,3 Ça, c'est pour le gaz. Et pour le mazout et autres sources d'énergie semblables, c'est à 40,1 l'année dernière, en 2023. Il est passé en 2024 quand même à
moins de 10 Donc, si quelqu'un va utiliser la grille du calcul du tribunal administratif de logement, il va rentrer comme ces chiffres. Ces ajustements-là, en négatif, ils vont diminuer son taux d'augmentation pour ses loyers global. C'est un choix d'affaires qui est important et je pense que le choix d'inclure des frais énergétiques devrait être étudié dans le contexte d'un immeuble neuf et récent où est-ce que vous n'êtes encore pas limité dans les 5 premières années du TAL. Comme ça, vous êtes quand même protégé. Mais n'oubliez pas, une fois que vous donnez un service à un locataire, ça devient un droit acquis que le locataire a le droit de répéter. Fait que c'est un calcul puis un choix qui est difficile à faire comme propriétaire. Parce que si vous vous trouvez dans un contexte avec des logements plus élevés, avec des aires communes, avec des garages intérieurs, avec des ascenseurs, avec des terrasses sur le toit, tout ça qui consomme énormément de frais énergétiques, puis que vos dépenses énergétiques font en sorte que vos dépenses annualisées sur l'immeuble dépassent le seuil, ce qui est déjà acceptable. Oui, effectivement. On peut être dans toute une situation où ça... Parce que cette baisse aussi, Thierry, elle est reliée aussi au coût de ces combustibles qui a fortement baissé par rapport à l'année 2023. Ah, intéressant. Donc, c'est pour ça qu'ils ont ajusté le taux, quand même, ils l'ont rendu en négatif. Donc, ce taux-là, vraiment, il fait mal. Il fait mal. Ouais. Au taux total à la fin, quand le propriétaire va additionner, en fait, il va rentrer les revenus, toutes les dépenses, il va voir tous ces ajustements-là. Tous les autres ajustements vont être bénéfiques pour lui. Mais rien que pour des immeubles qui sont chauffés au gaz ou mazout, ça va réduire le pourcentage à la fin. Donc, ça, c'est relié vraiment au coût qui a vraiment reculé par rapport à l'année 2023. Et ça se peut aussi que ces immeubles-là, surtout au mazout, qui sont chauffés avec un système de mazout, on le voit rarement. On sait qu'il y a plusieurs investisseurs aussi qui ont fait des conversions de chauffage au gaz électrique, mazout électrique. Il y a des subventions aussi par les municipalités, etc., qui encouragent ce genre de travaux-là. Et en plus, si on met ça en relation avec le programme APH Select, donc ça aussi a donné aussi un petit effet positif ou qui a accéléré ce processus-là. Donc surtout le mazout, on le voit vraiment très rarement actuellement que des immeubles qui utilisent ce type de système de chauffage-là, mais le gaz, on le voit plus pour des catégories qui se situent du 16 à trentaine de logements encore. Okay? C'est intéressant de voir ça. Puis dans les conversions, souvent, ce que j'ai remarqué à travers le temps, c'est que les conversions ne sont pas complètes. Fait que souvent, les propriétaires gardent des systèmes d'alimentation d'eau chaude pour les douches et de la consommation quotidienne, ne convertissent pas ce côté-là. Donc, ils réussissent à faire tomber leurs frais de chauffage d'à peu près, et d'eau énergétique, là, à peu près de 2 tiers. Mais il reste un tiers qui reste toujours là, qui est toujours affecté. Ça, c'est un point. Donc, l'énergie, c'est capital. Après ça, on a d'autres points. Je pense à la gestion et les rénovations. Exact. Mais juste pour finir, pour ces immeubles qui utilisent ces sources d'énergie-là, en fait, l'augmentation, je pourrais vous dire, pour ce type d'immeuble, pour le gaz, c'est une hausse suggérée en moyenne à 1,6 %. Okay? Et ça, c'est en fait pour le mazout, qui est très, très, très bas. Pour le gaz, quand même, il est à 3,3 %. Donc, si on regarde l'autre type d'immeuble en électricité ou les logements non chauffés, on est à 4 %. Donc, cette catégorie-là de logements a baissé par rapport à 2023. 2023, c'était une année bénéfique pour les propriétaires qui détiennent ces types d'immeubles-là. Mais là, on est vraiment à des taux assez faibles, à 1,6 mazout, 3,3 gaz. Et ça, c'est sans compter les autres dépenses. Les autres dépenses, peut-être, ils vont varier encore ces taux d'augmentation-là ou d'ajustement de loyer pour l'année 2024 un peu encore plus. Tout dépend qu'est-ce que le propriétaire qui a fait comme des travaux majeurs, que ce soit dans un immeuble concerné ou sur la totalité de l'immeuble comme des dépenses en capital. Donc, c'est ça, Thierry, en fait, là, on a complété comme les sources d'énergie, l'électricité, gaz et mazout. Mais si on passe aussi, moi, ce que j'ai trouvé intéressant... Oui, juste avant que tu continues, je vais juste dire quelque chose avant que j'oublie. Ouais. Pour ceux qui ont des plus gros immeubles, là,
Ouais. N'oubliez pas, là, les taxes carbone, ça s'en vient. Ça s'en vient et c'est imminent. Et je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, là, mais si vous êtes au minimum là, au courant de ce qui se passe en Europe en ce moment, là, toutes les taxes spéciales sur l'effet carbone, c'est très puissant. Aux États-Unis, c'est très puissant. On a fait plusieurs entrevues cette année chez PMML. On a insisté sur les GES. Pour ceux qui ont des immeubles de plus de 100 logements, là, faites très attention à ça. Si vous ne le calculez pas maintenant, ça va être un enjeu pour vous plus tard. Ça, c'est très important. Oui. Donc, aussi, on va juste aussi, il y a certains aussi postes de dépenses qui ont augmenté par rapport à 2023, comme le frais d'entretien, c'est presque 2 % de plus. Aujourd'hui, on peut considérer 7,5 % de la totale de cette dépense-là annuelle. Aussi, les frais de service. Les frais de service, il est allé augmenter presque de 1 % à 5,3 % pour l'année 2024. Ça a été à 4,6 % l'année dernière. Et le plus important ici, c'est le frais de gestion. Le frais de gestion, c'est plus que 2 % qui a augmenté. 2,1 % pour s'établir en 2024 à 5,6 %. Donc, ici, on remarque aussi comme tous les frais reliés à l'immeuble pour l'entretenir, les réparations, les professionnels qui travaillent pour réparer que ce soit comme toutes les cartes de métiers professionnels qui vont plombier, électricien, etc. pour faire l'entretien et les petites réparations quotidiennes pour garder les immeubles en bon état. Tout ça, on l'a vu que aussi, la main-d'œuvre et les coûts, ils ont augmenté, les coûts des matériaux, là, qu'ils ont augmenté quand même de façon intéressante entre 2023 et 2024. Et là, le TAL, il prend ça en considération à travers les taux qu'il a ajustés, qu'il a augmentés par rapport à ces 2 années-là. Mais moi, j'ai une question de débat par rapport à ça, parce qu'on est là. Je me questionne sur l'augmentation, parce que je me dis, vous savez, vous faites venir un plombier, là, premièrement, ça va vous coûter 100-150 $ pour un déplacement. Si le plombier a l'équipement dans son camion pour faire votre réparation, il ne faudrait pas revenir. Mais ceci est une blague, mais c'est une réalité aussi, puis j'ai entendu cette histoire-là arriver souvent. Je me pose la question, est-ce qu'on peut dire que l'augmentation du TAL suit simplement... Parce qu'il y en a qui se disent, qui calculent leur plus-value sur leur immeuble, uniquement basé sur l'augmentation des revenus et qui n'y vont pas avec une optique ou un plan établi de combien ils doivent augmenter leur revenu à chaque année, puis qu'est-ce qu'ils doivent discuter avec leurs clients locataires, puis quels services ils peuvent donner en supplément pour augmenter leur revenu. Ça ne fait que couvrir actuellement l'inflation. Effectivement, même c'est comme vraiment, ça arrive peut-être à dépasser un peu le taux d'inflation. Par exemple, le TAL a sorti aussi comme des estimations de l'année dernière. Okay? L'année dernière, comme l'ensemble des cas qui a été contesté par des propriétaires, locataires et tout ça, le TAL en 2023, quand même, il a attribué des pourcentages assez élevés à 5,8 %, mais ça, c'est incluant tous les cas, les logements électriques, non chauffés, gaz, mazout, avec des dépenses de rénovation sur l'immeuble ou dans un logement quelconque. Donc, 5,8 % qui a été donné pour ces propriétaires-là qui ont demandé des fixations de loyer. En contrepartie, le taux d'inflation était à 4,5 %. Okay? Mais pendant toutes ces années-là, de 2015 à 2023, okay, le tribunal administratif de logement a donné seulement une moyenne de 3,4 % pour les propriétaires qui ont contesté. En tout et partout. Oui, donc, effectivement. Est-ce que ça vaut notre débat? Oui. Puis, la raison pour laquelle on vous fait cette présentation, vous pouvez très bien aller chercher des informations sur le site du TAL vous-même, mais on veut en faire un questionnement, puis on veut en faire un brainstorm pour qu'on arrive à quelque chose d'intéressant pour tout le monde en bout de piste. Et je me dis, est-ce que ça vaut la peine d'être proactif, d'aller s'asseoir avec les locataires, même les plus difficiles, même ceux qui comprennent moins votre business, parce qu'ils n'ont pas nécessairement les réflexes de business. Il faut se le dire, les gens d'affaires ont des réflexes de gens d'affaires. Il faut avoir une profitabilité, il faut avoir une pérennité de la ressource, il faut être capable de l'entretenir, il faut qu'il y ait une durabilité à tout ça. Il faut offrir un service. OK, bon. Mais une fois que ça s'est fait, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller contester ou est-ce que ça vaut plus la peine
de s'asseoir avec son locataire et d'essayer de trouver une solution, ou d'engager quelqu'un qui est capable de le faire. Effectivement, Thierry, ça aussi, tout dépend en fait le profil du propriétaire ou d'investisseur. Parce que nous, on sait, c'est pas la même situation qu'un investisseur qui venait d'acheter de l'immeuble avec des paramètres du marché actuel, avec des taux hypothécaires élevés, des rentabilités quasiment nulles ou inexistantes. C'est pas la même situation qu'un propriétaire qui détient l'immeuble depuis 30, 40 ans, 25 ans, qui n'a plus d'hypothèque. Tout le revenu net, ça rentre directement dans son compte bancaire. Donc, c'est vraiment comme, tout dépend le profil ou le type du propriétaire ou depuis quand il détient l'immeuble et c'est quoi sa planification. Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut accélérer dans son rythme de croissance? Est-ce qu'il veut aller tranquillement? Tout dépend son terme aussi d'hypothèque, etc. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Mais moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je suis d'accord avec Thierry. Je pense que le TAL a donné quand même un outil que pour faciliter en fait la négociation entre le propriétaire et le locataire. Mais ça n'empêche pas vraiment comme le propriétaire peut aller s'asseoir, prendre comme petite quinzaine de minutes, 10 minutes avec ses locataires, lui expliquer la situation, qu'est-ce qu'il a fait comme des travaux, où il veut ramener son immeuble, parce que ça, c'est important. Si, par exemple, il n'y a pas assez de rentabilité pour un propriétaire qui venait d'acquérir l'immeuble, ça ne fait pas longtemps, et à chaque fois, comme il est limité par son cash flow, il est à risque, il ne peut pas comme améliorer la qualité de vie, les logements, les services à ses locataires. Donc, c'est mieux, moi je dirais, c'est mieux en fait de consulter la grille du TAL pour avoir une idée, OK? Allez discuter avec les locataires si vous avez en fait des plans ou des propositions d'amélioration, des rénovations que vous voulez faire. Et je suis confiant que vous pourriez s'entendre à l'amiable et tout le monde est gagnant. Oui, je pense que tu l'as bien dit. Puis, tu sais, je vais en revenir à si jamais vous ne vous sentez pas en mesure de le faire par vous-même. Il y a des locataires qui peut-être sont moins ouverts, il y en a qui sont plus ouverts que d'autres. Vous pouvez engager des firmes de gestion qui sont mandatées pour avoir une discussion ouverte avec des locataires et qui vont leur amener l'approche pas juste de votre immeuble. La compagnie de gestion, là, si vous avez juste un 50 unités et c'est votre seul immeuble, bien, c'est votre seule comparaison. Mais la compagnie de gestion qui est un professionnel externe va pouvoir dire au locataire, écoute, sur le marché, dans les 1000 portes que je gère, voici la situation à telle adresse, voici ce qui se passe ici, voici ce qu'on a réussi à s'entendre avec les locataires, voici la qualité de vie qu'on a réussi à augmenter. Parce que vous pourriez trouver que ces frais de gestion-là sont coûteux. Mais je peux vous dire que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas pouvoir capitaliser sur une fondation de prix locatif qui n'est pas à la hausse. Si vos loyers n'ont pas haussé à chaque année depuis les dernières années, mais pourquoi est-ce que votre panier d'épicerie a haussé? Pourquoi est-ce que votre essence a haussé? Pourquoi est-ce que vos coûts d'assurance ont haussé? Pourquoi est-ce que vos taxes municipales ont haussé? Quand est-ce que vous appelez un professionnel, ces frais ont augmenté de plus de 25 % en moyenne? Si vous ne faites pas vos augmentations de revenus, je pense que la clientèle locataire aujourd'hui, qui est beaucoup mieux informée, beaucoup mieux éduquée, le comprend. Après ça, il y a tout le débat d'abordabilité. Ça, on va laisser ça dans les mains du gouvernement du Canada et de propriétaires qui veulent mettre en place des bons programmes de financement. Des financements aussi, ouais. Pour aider l'argent. Mais je pense que l'augmentation est constante. Qu'est-ce qu'il y en est au niveau des frais de gestion? Je suis vraiment curieux. Les frais de gestion, c'est des frais qui ont augmenté de 2,1 % par rapport à 2023. 2023, le pourcentage applicable pour ce poste-là, donc 3,5. 2024, 5,6. Donc, si vous avez une compagnie de gestion qui vous coûte 5 000, 6 000, 7 000, tout dépend de la grosseur de l'immeuble, le pourcentage qui vous le charge, c'est quand même, vous allez récupérer un montant intéressant qui va influencer à la hausse votre augmentation de revenus pour l'année prochaine. Donc, c'est comme ça, moi, je le vois, en fait, et on le sait tous, en fait, les valeurs de l'immeuble sont soutenues par les revenus. Donc, plus que les revenus augmentent à travers le temps, plus aussi la réaction de la valeur marchande de l'immeuble va réagir et va être dans une courbe croissante à travers le temps. Donc, et ça peut être aussi parce qu'on peut remarquer deux immeubles dans le même secteur
qu'un qui s'est vendu un peu plus cher que l'autre en termes de prix de la porte. Pourquoi? Parce que ses revenus, elle est largement plus supérieure que l'autre. Donc, ça aussi, si vous planifiez, mettons, de vendre vos immeubles dans les prochaines années, commencez à mettre en place une planification, commencez à faire vos analyses financières, à parler avec vos locataires pour rattraper le retard de loyer que vous avez, par exemple, par rapport au marché ou le secteur où vous détenez vos immeubles ou vos parcs. 100% aussi. Puis l'autre chose, c'est que il ne faut pas oublier aussi que le revenu et les dépenses vont fixer le montant de refinancement de l'actif. Donc, s'il y a un cash flow positif qui rencontre les ratios de corrélation de la dette de la CHL et des banques, on va être capable d'aller chercher un financement. Au moment où vous allez mettre le parfait moment pour recalculer la valeur d'un immeuble puis pour faire un plan sur 5 ans ou 10 ans, c'est au moment où vous allez refinancer votre actif. Et si vous avez des questions par rapport à ça, je vous en prie, appelez Oussem, il va répondre à toutes vos questions. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'il faut mettre le plan en place et prévoyez peut-être faire des rénovations en même temps. Et négocier avec vos locataires. Dites-leur, écoute, je vais changer les aires communes, je vais améliorer le système d'éclairage qui va être plus performant, je vais améliorer le système de chauffage central, je vais le rendre plus performant pour que vous puissiez avoir un meilleur service puis qu'on puisse contrôler les coûts à travers le temps. Mais c'est utopique de penser que le loyer va rester pareil. Dans un contexte mondial où est-ce que tout augmente annuellement, bien, il y a un choix à faire au niveau de nos dépenses. On est au Québec, on est probablement une des provinces où est-ce que les gens mettent le moins d'argent pour leur habitation par rapport au restant du Canada. On peut encore profiter de beaucoup de choses, mais je pense que le marché va stabiliser et le marché canadien est en train de téléverser vers la province du Québec en ce moment. Fait que c'est intéressant de regarder ça. C'est quoi nos autres dépenses, Oussem? C'est ça. Concernant les rénovations et offrir des meilleures qualités de vie aux locataires, les dépenses d'immobilisation sont partagées en deux. Donc, on appelle ça les dépenses en capital qui touchent, par exemple, la toiture, les fenêtres, les balcons, tout ce qui touche les éléments ou les composantes principales de l'immeuble. Donc ça, et aussi on a des rénovations ou des coûts reliés ou qui sont directement à l'intérieur de logement, que ce soit comme rénovation de cuisine, salle de bain, plancher, luminaire, etc. Ces coûts de dépenses-là, ils ont quand même attribué un pourcentage plus élevé que l'année dernière. C'était l'année dernière, en 2023, 3,8 %. Et cette année, c'est à 4,8 % attribué à ce poste de dépenses-là. Donc, encore une fois, il va avoir aussi une influence positive à la fin pour le pourcentage total d'augmentation de loyer, si on va en rentrer les chiffres dans toute la grille du calcul total. Intéressant. Puis, par rapport à ce point-là, je suis content de voir cette augmentation-là reflète beaucoup plus, pas tout à fait la réalité, parce que faut dire une chose, pour les actuaires qui font ces calculs-là, c'est des gens qui sont... C'est des gens qui ont un cerveau incroyable, qui sont capables de prendre un maximum d'éléments en même temps, puis de factoriser ça dans un indice, puis nous donner ce résultat-là aujourd'hui. Ça a été calculé, ça. Maintenant, vous avez un choix à faire, puis Oussem le dit, il y a des dépenses qui sont capitalisables, il y a des dépenses qui sont amortisables. Quand vous faites votre plan de rénovation, calculez la durée de vie de ce qui vous reste à faire. Si vos fenêtres ne sont pas dues cette année, puis offrent encore un certain niveau de confort, faites-le. Si vous allez vers un programme de rénovation, regardez le programme dans PHLEC Efficacité énergétique pour essayer de scorer un maximum. Il y a des ingénieurs qualifiés qui vont pouvoir vous aider à dire quels sont les éléments que vous allez devoir rénover. Vous allez pouvoir même en discuter avec la CHL à travers votre financement pour votre institution financière pour prévoir à travers le temps, avec des déboursés progressifs, etc., le moment auquel vous allez faire ces travaux-là. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est essayer d'établir le plan d'attaque de vos rénovations sur une période de temps. Pas nécessairement tout faire la même année. Bénéficier de ce 5 %-là. Exact. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Thierry. Donc, c'est vraiment, on a passé à travers la majorité de postes de dépenses. On a gardé le meilleur à la fin. Okay. C'est le taxe municipal. Oh. Le taxe municipal, c'est quand même des dépenses qui augmentent chaque année
chaque année de façon importante aussi à travers toutes les villes, aussi les secteurs. Donc ici, le TAL pour cette année-là, je vais aller accéder, voir rapidement. C'est ça, là, c'est aussi pour ces taxes-là, c'est vraiment, il n'attribue pas un pourcentage, mais c'est la différence de l'année à l'autre. Donc, pour le taxe scolaire, c'est la même chose aussi. Pour l'assurance, c'est la même chose aussi. Donc, ces dépenses-là, ils augmentent chaque année. Donc, ça va être bénéfique aussi pour vous là, pour aller comme trouver un pourcentage confortable à la fin à proposer aux locataires. Donc, Oussem a dit quelque chose de très important ici. Je ne sais pas si vous l'avez détecté, mais c'est la différence du montant d'une année à l'autre. Effectivement. Et pas le montant. Donc, si vous vous êtes retrouvé dans une année où est-ce que vous aviez une hausse importante de vos coûts d'assurance, et vous n'avez pas ajouté vos loyers, bien, cette opportunité-là est perdue. Parce que si vos loyers ont augmenté, pas les loyers, de l'assurance, si les coûts d'assurance ont monté d'une année à l'autre de 100 bien, votre pourcentage va être basé sur ces 100 $-là et non pas l'augmentation peut-être de 30 que vous avez eu dans les 4 dernières années que vous n'avez jamais absorbé. Le seul moyen de rattraper cet écart-là, c'est soit d'offrir des services supplémentaires aux locataires, soit de s'asseoir avec eux puis discuter avec eux, ou soit d'arriver puis de dire, bien, écoute, moi, je vais améliorer l'immeuble, je vais améliorer ton logement, on va s'entendre, puis de rentrer ça dans cet ajustement-là pour rétablir la base sur laquelle vous allez pouvoir faire vos augmentations dans les 10 prochaines années. Effectivement. Thierry, là, il y a un point aussi très intéressant pour les logements qui vont être vacants ou qui sont vacants actuellement. Qu'est-ce que vous suggérez en fait à un propriétaire qui prévoit relouer ce logement-là vacant qui a été loué, mettons, à 300 $, 400 $, 500 $, inférieur à la valeur locative du secteur ou du marché? C'est une bonne question, puis j'ai déjà la réponse. Avant d'y aller avec un plan de rénovation, parce que rénover un logement, ça coûte quand même pas mal d'argent. Ouais. Okay? Et ensuite de ça, vous rénovez votre logement, mais les systèmes mécaniques qui alimentent le logement, vous ne l'avez pas rénové. Vous n'avez pas changé votre toiture électrique, vous n'avez pas changé votre électricité, vous n'avez pas changé votre plomberie. Bon, si on s'en va dans ces dépenses-là, ça peut être important. Puis si on rénove juste l'unité, mais vous allez quand même avoir des problèmes dans votre immeuble à futur terme. Fait, première chose à faire, allez faire votre étude de marché. Appelez une compagnie de gestion ou simplement vous-même, allez sur Internet. Quels sont les logements à louer dans le secteur? Marketplace, Kijiji, Kangalo de mémoire. L'EPAC. Il y a aussi Ziplex. En fait, c'est une application que vous pourriez s'abonner annuellement et que vous pourriez détecter en fait la moyenne où chaque immeuble, ça se loue en moyenne comme à combien par rapport à des unités des 4,5, des 3,5, les inclusions. Des services offerts aussi, Wi-Fi, pas Wi-Fi, etc. Donc, vous allez avoir trop de détails. Comme ça, vous pourriez en fait vous dire, OK, si moi je rénove, je mets tel argent dans mon logement, je pourrais aller chercher une telle retour sur investissement, sur l'argent investi. Et non seulement ça, je vais avoir créé la valeur sur mon immeuble de telle valeur. Ouais. Appelez votre courtier hypothécaire, appelez votre courtier immobilier spécialisé en multilogement. Parce qu'il y a une spécialisation, puis il y a une compréhension du marché, puis quand on est dans le marché tous les jours, on le voit en temps réel, ces changements-là. Demandez à votre courtier, si j'augmente mes revenus nets de 1 $, ça me donne combien de dollars de valeur de refinancement de plus sur mon immeuble? Demandez ça à votre courtier hypothécaire. Demandez à votre courtier immobilier combien ça me donne en valeur de revente sur le marché. Okay? Et là, vous allez pouvoir mesurer, est-ce que je refais les rénovations complètes? Ou est-ce que c'est vrai que le logement n'a pas été repeint depuis 10 ans? Belle couche, 2 couches de peinture, une peinture de belle qualité. C'est vrai que les luminaires sont sombres, c'est sombre dans ce logement-là. Je vais mettre un éclairage ODEL très performant énergétiquement que je vais pouvoir offrir un service supplémentaire au locataire. J'ai un système de chauffage qui est désuet, on va le nettoyer. Ouais. Le plus important, cuisine, salle de bain. C'est ce que les locataires cherchent. Oui. C'est les deux pièces les plus importantes et qui donnent une valeur qui influence aussi ton loyer, c'est la cuisine, salle de bain et aussi tous les restes d'éléments qui vont venir ensuite.
Et vous n'avez pas besoin de mettre ça beau comme chez vous. Je dis souvent ça. Parce que, regardez voir, c'est pour ça que la conversation avec le locataire est si importante. De dire, écoute, si je t'installe un plancher de vinyle dans ta cuisine, pas besoin de mettre la céramique nécessairement, quelque chose qui se nettoie bien, quelque chose qui scelle bien à l'eau, quelque chose qui donne un beau fini à la mode, que vous allez pouvoir remplacer dans quelques années quand ce ne sera plus à la mode. Ah, ton comptoir de cuisine, effectivement, il commence à être effrité. On va garder tes armoires, on va les repeindre, on va te changer ton comptoir de cuisine, on va te mettre un beau ventilateur, une belle lumière, peut-être un beau backsplash que tu vas pouvoir venir choisir avec moi. C'est le genre de impliquer les gens dans le processus et vous allez avoir un résultat. Un résultat, c'est à 100 %. Donc, ces éléments-là, comme il a dit Terry aussi tout à l'heure concernant la valeur marchande et la valeur de refinancement, c'est deux paramètres complètement différents. L'autre, elle est basée sur aussi la qualité de l'immeuble, la qualité des logements. C'est qui les locataires qui habitent et aussi c'est quoi les revenus pour aller comme comparer, voir c'est quoi les ratios pour qu'on l'applique à cet immeuble sujet qu'on est en train de l'évaluer pour donner une valeur projetée X après ces améliorations-là. Tandis qu'en termes de financement, c'est la valeur économique qui rentre en jeu. C'est comme un petit montant d'augmentation. Ça peut aussi influencer votre refinancement ou la valeur économique optimisée parce que c'est tout un calcul vraiment actualisé sur des périodes d'amortissement de 30 jusqu'à 50 ans. Tout dépend du programme que vous voulez aller avec. Donc, ces 100 $-là par mois, par année, puis on va l'amortir sur 50 ans, ça peut donner aussi quand même un bon montant de dizaines de milliers de dollars d'une valeur économique. Oui. Après ça. Puis si vous êtes en négociation actuellement dans un immeuble, vous avez une promesse d'achat sur la table, bien, incluez une clause qui prévoit une augmentation minimale selon la Régie du logement pour qu'au minimum, vos revenus augmentent avant que vous preniez possession de l'actif. Je pense que c'est vraiment un minimum. Ensuite de ça, quand vous faites vos négociations, n'oubliez pas que les locataires sont informés. On est en 2024. Donnez du temps des fois aux gens pour prendre une décision. Alors, donnant des options, en mettant des options, regarde, je peux faire option A, option B, option C. Moi, je préfère option C parce que ça va me permettre, si on fait l'option C et tout le monde participe, dans 4-5 ans, je vais pouvoir refaire la cour. Je vais pouvoir mettre un gazebo en arrière. Je vais pouvoir faire l'entrée. Ça fait longtemps que je veux faire l'entrée. Je vais faire la céramique dans les marches, mais pour ça, j'ai besoin que tout le monde participe. Pas demain, mais dans 3, 4, 5 ans, je vais le faire. Fait que faut que je sois capable d'en arriver à un certain niveau. La conversation se fait, puis le locataire qui est là depuis 20 ans va juste être content de faire des rénovations dans son immeuble. Effectivement, nous, Thierry, on connaît plusieurs investisseurs et on a reçu plein d'histoires de collaboration entre des locataires, des propriétaires d'immeubles. Parce que le locataire, à certains moments, donc, s'il habite dans un logement depuis plusieurs années, c'est sûr, il veut continuer à habiter l'immeuble. Donc, s'il va se voir, il va dire, OK, moi, dans 5 ans, l'immeuble va être meilleur en termes de, comme tous les éléments que tu as parlé, bien, c'est sûr, lui, il va comme être plus réceptif, il va collaborer avec toi, tout en restant comme d'une situation comme gagnant-gagnant, en fait, pour garder le locataire et améliorer sa qualité de vie. Donc, nous, on connaît des investisseurs, ils nous ont raconté plein d'histoires de succès, en fait, et d'entente entre des locataires. Puis arriver là avec l'intention d'en arriver à une entente gagnante pour tout le monde, c'est primordial. Puis vous allez peut-être avoir un peu moins, mais vous allez avoir un bon résultat qui va vous empêcher d'aller en fixation de loyer hôtel, où est-ce que vous pouvez finalement ne pas rencontrer vos objectifs à court moyen terme. Donc, c'est mieux d'avoir une relation qui se crée, une discussion annuelle, puis d'avoir une certaine entente, que de ne pas avoir d'entente, d'être capable de fixer le loyer cette année, puis après ça, d'avoir des problèmes d'augmentation dans le futur. Dans le futur, et en plus de ça, les locataires, ils se parlent entre eux. Donc, tout le monde, il va se mettre dans une position défensive. Donc, ils ne vont plus être à l'écoute. Peut-être qu'ils vont considérer l'approche que vous avez prise, c'était comme pas trop honnête ou malhonnête. Donc, il faut regarder aussi ce côté comme de la sphère et de voir, en fait, s'il y a un locataire qui va se mettre dans cette position-là de fixation de loyer, pas d'entente entre le propriétaire et le locataire, il peut aussi influencer certains nombres de locataires parce que c'est sûr, ils étaient là avant que tu achètes l'immeuble. Donc, il faut garder en fait aussi
une bonne relation avec tous les locataires et l'ambiance à l'immeuble. Comme ça, tout le monde, ils peuvent profiter d'une... C'est important que le locataire puisse mettre un visage sur un nom. Si vous n'avez pas été à votre immeuble ou si vous y allez juste à chaque année, puis vous voyez que vous avez des problèmes de gestion, puis vous voyez que vous devez mettre un gestionnaire, le locataire, lui, il veut savoir c'est qui le propriétaire. De quoi il a de l'air? Il est-tu gentil? Est-tu pas gentil? Y a-t-il une bonne attitude? Est-ce qu'il veut mon bien, etc.? Simplement un déplacement annuel à l'immeuble. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est à Noël, un déplacement à Noël, le jour de l'an. Un petit bonjour, une petite carte. Bonjour, tout va bien? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous améliorer cette année? Ah, OK, cette demande-là va être difficile, mais peut-être que celle-là, je vais la prendre en considération. Je vais vous revenir dans le prochain mois. On va s'asseoir ensemble, puis je vais voir comment est-ce que je peux faire pour améliorer votre vie. Puis pendant ce temps-là, on attend que les résultats sortent au total. Et là, on peut avoir une discussion complète avec un locataire. Parce qu'on a établi une relation et on lui a dit qu'on était là pour son bien et améliorer sa situation. Oussem, je trouve que ton choix aujourd'hui est hyper pertinent. Merci pour votre présence, Thierry. C'est très apprécié. Donc c'est ça. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Sur ça, donc, on vous souhaite une très, très bonne journée. Si vous avez des questions sur ce sujet-là ou autres sujets qui touchent l'immobilier, multilogement, commercial, terrain, développement, laissez-nous savoir. Moi et Thierry, on est toujours disponibles et on est prêt à vous servir. Donc, passez une très belle journée. Merci à tous. Beaucoup de succès dans vos opérations immobilières. Bonne journée.